tous et bonjour à toutes et bienvenue ou rebonjour pour ceux qui nous suivent depuis 9 heures du matin maintenant. On est déjà à la troisième intervention de cette journée des études. On va parler maintenant d'intégrer la voix du client dans sa stratégie d'innovation, le dispositif Human Centric qui a été mis en place par Sodebo. Et pour en parler, j'ai l'honneur d'accueillir trois intervenants. Donc Amélie de Brême de chez Potentiette, Mathieu Perrin également chez Potentiette et Hervé Maurice de chez Sodebo. Je vous rappelle que cette session est complètement interactive. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, mais également vous allez répondre à quelques sondages. Cet événement est également le vôtre. Je passe la parole à nos intervenants. Bon live. Merci beaucoup et un grand merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous accueillir à ce webinaire pendant lequel nous allons parler plus particulièrement de la façon d'intégrer la voix du client à travers un dispositif human-centric et communautaire, et ce, afin de répondre à de nombreuses problématiques marketing et de communication en général, et plus spécifiquement nourrir sa stratégie d'innovation. Donc nous avons le plaisir pour cela d'accueillir Hervé Maurice, qui est chef de pôle consommation et prospective chez Sodebo, et qui nous fait le plaisir d'accepter notre invitation. Merci beaucoup Hervé. Il témoignera des approches agiles qu'il a mises en place pour intégrer la voix du client aux différents niveaux de l'entreprise chez Sodebo. Et il abordera aussi la façon dont Sodebo a utilisé les approches qu'on appelle T-shape, dont on va pas mal parler aujourd'hui dans ce webinaire, approches qui font intervenir des insights à la fois en transversal et plus en profondeur, on va y revenir, afin d'avoir une compréhension globale des publics stratégiques. On peut passer au slide suivant. Pardon. Je t'en prie. Je ne vois pas, mais Ouais. peut-être qu'on le voit à l'écran. Ah, pardon. Ah voilà, parfait, pas de problème. Donc quelques mots juste sur Potentiette avant de commencer pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas ou moins bien. Donc nous sommes une agence d'études de marché avec une présence internationale constituée d'experts études seniors qui intègrent dans son offre une forte composante technologique, puisque pour les différents dispositifs human-centric que nous proposons, que ce soit les insights communauté ou les dispositifs de feedback sur l'expérience client, nous sourçons et nous travaillons avec les meilleures plateformes et technologies et celles correspondant le mieux à vos besoins en mode SWAS, donc, ce qui veut dire Solution with a Service. Une fois qu'on a sélectionné la meilleure technologie, nous vous accompagnons avec un service de qualité, à la fois sur la mise en place du projet, son infusion, son développement en interne, c'est très important, et de manière plus opérationnelle aussi sur l'engagement des membres, clients que vous adressez, et les dispositifs études, que ce soit en full service ou en DIY. Donc, comme vous voyez, on a été nommé dans le top 50 des agences d'études les plus innovantes par le Grit Report en 2021 et en 2020. Notre entreprise est composée de 200 employés et des profils variés, donc qui correspondent à notre positionnement hybride, à la fois des Customer Success Managers, des responsables d'études, des développeurs et puis des profils plus spécifiquement en charge des aspects technologiques, par exemple pour faire le lien entre des plateformes d'insight et vos plateformes d'entreprise dans le cadre de projets 360. On peut passer au slide suivant. Donc, ce webinaire, comme vous le voyez, sera composé de 4 parties principales. On va beaucoup parler des approches T-shape. Alors, tout d'abord, le concept général T-shape, ce qu'on entend par là, ses usages, les utilisations concrètes, les communautés et les approches T-shape plus spécifiquement, et puis, bien entendu, le témoignage de Sodebo. Alors, on a beaucoup cité le terme T-shape, donc on va quand même un peu expliquer ce que c'est. Pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être certains le connaissent, ça remonte à une trentaine d'années, c'est McKinsey qui l'a défini et créé. Et puis, ça a été popularisé ensuite par des approches design thinking en particulier. Alors, il a été reconnu ces derniers temps que ces approches s'appliquent en fait à un éventail assez large de situations. Évidemment, on va se concentrer aujourd'hui sur le domaine des insights et du marketing, mais c'est vrai qu'elles sont, on l'entend parfois dans les médias ou sur certains articles, la T-shape est applicable à la fois dans le marketing certes, mais aussi des domaines tels que le droit, les ressources humaines, la sécurité, qui, dans tous les cas, font intervenir à la fois des analyses et des collections de données en largeur et en profondeur. Alors, on va donner des exemples concrets, mais si je prends un exemple externe finalement au marketing, qui est celui du droit,
À l'heure actuelle, les juristes vont à la fois avoir des approches en largeur très générales pour, avec de l'intelligence artificielle, trouver des articles, des jurisprudences, des documents qui peuvent les aider sur un thème, et donc de manière assez automatique et assez large, et puis vont aller ensuite, bon, plus manuellement ou en équipe, creuser sur les sujets qui les intéressent le plus dans ces articles qui ont été trouvés. C'est un peu le même principe en marketing et ce qui se passe dans notre domaine, puisqu'on va finalement avoir à la fois une largeur d'analyse combinée avec une profondeur d'analyse qui va permettre d'avoir vraiment une très grande variété d'insights pour une analyse très précise. Pourquoi T-shape? Parce que la barre horizontale du T, c'est finalement l'analyse, largeur d'analyse, et la barre verticale, c'est la profondeur. Donc, ces approches T-shape, elles permettent finalement de répondre à 3 challenges récurrents. Premièrement, le fait que la profondeur d'analyse, toute seule, elle est souvent risquée et dangereuse. Parfois, on voit des études qui sont faites ou des réflexions qui vont vraiment être très poussées, mais qui n'abordent pas du tout certains éléments de contexte généraux. Donc, prise toute seule, c'est pas assez précis. Et dans ce cas, il est souvent difficile d'utiliser ces insights de manière plus générale au sein d'une entreprise, et ça peut être compliqué pour certains de vos collègues de les comprendre. Ils sont souvent trop spécifiques à certaines problématiques, certaines personnes, et ils ne peuvent pas être appliqués de manière plus générale comme on le souhaiterait sur certaines problématiques. Le deuxième problème, c'est l'inverse, c'est d'être pas assez précis. On peut avoir un programme qui est très efficace car il inclut peu de questions. C'est parfait pour monitorer un certain nombre de choses, un certain nombre de critères, de variables, et avoir une vision d'ensemble sur, par exemple, des points d'insatisfaction, mais ça ne vous dit pas ce que vous devriez changer, comment vous devriez le changer et pourquoi. Vous n'avez pas finalement les explications qui peuvent vous permettre précisément et en profondeur de trouver la solution pour optimiser certaines choses ou pour les comprendre plus précisément. Et puis la troisième catégorie de challenge que le concept T-shape permet d'adresser, c'est celui dont on entend beaucoup parler en ce moment. On a nous beaucoup de clients qui nous disent qu'ils croulent sous les datas, qu'elles sont silotées, qu'elles ne sont pas encore connectées, qu'elles ont différents niveaux de granularité, des temporalités différentes. Il y en a vraiment dans de nombreux services dans l'entreprise, et même dans leurs services, il y en a plusieurs. Et donc, ce concept T-shape, il est véritablement adapté pour justement réconcilier toutes ces données au sein d'une même solution et pour répondre à ces problématiques afin d'avoir une vision 360 degrés de votre marché et de vos clients et une analyse holistique et générale de vos données, à la fois en profondeur et en largeur. Pour l'avoir mise en place pour un certain nombre de clients, ça vous permet finalement d'éclairer certains angles morts que vous avez quand les données sont silotées et qui vous permettent au contraire de les éclairer, voilà, de les éclairer, de les expliciter très précisément lorsqu'elles sont réconciliées, par exemple du social media listening, de la customer experience, des données de programme de fidélité, de communauté, etc., etc. Donc en imbriquant les différents aspects, vous allez pouvoir apporter beaucoup plus de valeur et d'opérationnalité à votre entreprise par une compréhension accrue de vos consommateurs. Enfin, mon dernier slide, je passerai la parole à mes collègues. On a différents types d'approches T-shape qu'on va vous détailler aujourd'hui et que Amélie va vous détailler. Ça peut être un mix et une association, une réconciliation de données brutes et de vidéos, de données de customer experience et de données d'études quali, de données de customer experience, d'expérience client, de programme d'expérience client et d'insight communauté, de big data et de communauté, hein, des données issues de votre CRM ou autre, et puis de données très instantanées et puis plus longitudinales, plus traquées dans le temps, pour vous donner dans tous les cas des réponses contextualisées. Et ces différents T-shapes, justement, vont vous être détaillés par Amélie maintenant.
Merci Mathieu. Donc le premier T-shape dont nous allons vous parler, c'est celui qui combine, les données et les vidéos. Donc on est tous familiers avec les données d'études qui vont nous fournir, énormément d'informations sur ce qui se passe. Mais en revanche, elles ne nous donnent pas forcément un éclairage, qui est réellement, «humain» entre guillemets. Et ce sont justement, des vidéos ou même des enregistrements audio qui vont, nous donner accès à ces détails humains, qui vont nous permettre d'humaniser les données qu'on collecte dans les études. Autre point important et apport des vidéos, on voit, chez nos clients notamment, que ces vidéos vont également permettre de mieux communiquer les résultats en interne. Quand on mène une étude, on collecte des données, on les comprend de manière, mathématique et statistique et ensuite on les communique évidemment, à nos commanditaires. Mais, si par exemple dans un test de produit, les résultats montrent, que, le produit n'obtient pas l'accueil, espéré, on peut avoir des commanditaires qui peuvent être sceptiques et avoir du mal à entendre les résultats de ces études. Mais, s'ils voient 3 ou 4 vidéos de, consommateurs déçus par le produit ou, qui n'arrivent pas à l'utiliser, ils vont comprendre bien mieux ce qui se passe et ils accepteront sans doute mieux les résultats. Donc on va avoir dans ce 1er T, les vidéos qui vont nous apporter la profondeur, dans la lecture, des données d'études. Notre 2e T, relie cette fois les programmes d'écoute client et les études qualitatives, agiles. Donc on sait, les programmes, CX sont très puissants, ils vont permettre d'avoir des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, voire, des millions, de personnes qui vont nous dire comment s'est passée leur expérience avec, notre marque. Cependant, ces programmes, permettent pas forcément d'aller en profondeur dans la compréhension des choses. Donc ce qu'on fait avec nos programmes, CX, c'est que quand on observe, des, problèmes spécifiques, pour lesquels, les raisons, ne sont pas claires, on va mener dans ce cas-là des études quali, agiles, où on va recruter des personnes, qui vont nous parler de leur expérience, ce qui va nous permettre d'avoir cette profondeur d'analyse qu'on peut, pas avoir dans le programme d'écoute client, seul. Et ces approches quali, elles vont nous permettre de comprendre de manière très rapide, et approfondie, quelles sont les attentes, comment corriger ce problème, qu'on a observé dans notre programme, CX. Donc là, c'est tout ce qui est approche, quali, qu'on appelle agile, donc online, rapide, qui vont nous permettre d'éclairer, les données de nos programmes CX. Dans notre 3e T, on va cette fois, relier nos programmes, toujours ces programmes d'écoute client, mais cette fois aux communautés. En effet, on sait que les communautés, peuvent permettre vraiment d'approfondir, les choses. On peut jouer sur, la longitudinalité des données, on peut faire des analyses, quantitatives et ou qualitatives, on peut recibler des personnes pour leur demander, des questions additionnelles, on peut regarder toute l'historique des données. C'est des outils qui sont vraiment très agiles et flexibles. Donc si on voit par exemple dans notre programme, CX qu'un persona est moins satisfait de son expérience avec votre marque, la communauté, elle va nous permettre de comprendre en détail les habitudes et les attentes, de cette cible, spécifique. Et c'est une approche qui nous tient, vraiment à cœur. Chez, Potentiate, on est, pionniers, dans la combinaison de ces approches, CX, écoute client et communautaire, parce que pour nous, ces approches sont naturellement complémentaires. Et on est vraiment convaincus qu'on va dans la bonne direction parce que, on a de nombreux clients qui mettent en place ce type d'approche et qui, voient clairement, des bénéfices. On est vraiment dans des modèles où, 1 + 1 = 3. On a d'autres clients qui pensent aussi, à mettre en place ce type de combinaison. Et puis aussi parce qu'on voit de nombreux acteurs sur le marché, nous suivre dans cette direction-là. Notre 4e T, regroupe, cette fois-ci, toujours les communautés, mais cette fois avec les big data. Donc les big data, elles peuvent être issues des médias sociaux, des données, panels, consommateurs ou distributeurs, des données transactionnelles, des cartes de fidélité. Donc ce sont des données qui, sont très nombreuses,
mais qui sont des photographies, des observations qui n'expliquent pas le pourquoi, le et si et comment on pourrait améliorer ce qu'on voit. Donc, dans ce cas-là, si on observe un phénomène dans les big data qu'on souhaite expliquer, dans les communautés, on va pouvoir très facilement cibler les personnes qui ont le même profil, de ceux, qu'on a observés dans les big data et on va aller creuser certains sujets au travers de groupes de discussion, d'interviews en ligne, de questionnaires et cetera pour, comprendre les phénomènes, qu'on observe dans nos big data. Enfin, le dernier T dont on va parler aujourd'hui, c'est celui qui combine, l'instantané et le longitudinal. Quand on parle avec quelqu'un qui n'est pas satisfait, c'est finalement, hyper important de comprendre si cette personne, c'est quelqu'un qui est habituellement, mécontent ou si au contraire, c'est quelqu'un qui est plutôt d'un naturel positif, mais, qui a été déçu, à un moment donné. Et ça, il y a vraiment qu'avec des données longitudinales, qu'on peut, l'identifier. Il faut pouvoir regarder l'historique de votre relation avec cette personne. Alors évidemment, quand on va lancer un programme, on va collecter, des insights, instantanés, mais c'est tout ce qu'on peut, plus on pourra collecter ensuite des informations avec les mêmes personnes, pour voir comment elles évoluent dans le temps, plus on pourra, voilà, avoir des analyses, qui font sens et donc proposer des solutions, qui font sens. Donc ici, les données longitudinales, vont permettre vraiment d'apporter, ces clés de lecture et de donner de la profondeur, à nos données qui sont collectées à un instant T. Donc en résumé, et pour rejoindre ce que disait Mathieu, au début de cette présentation, donc c'est vraiment important de regarder les choses de la manière la plus large possible. Par exemple, si on fait une étude, sur, pourquoi, les moins de 25 ans préfèrent, A à B, on peut s'apercevoir que quand on regarde les choses de manière plus large, au final, les différentes tranches d'âge, préfèrent la même chose pour les mêmes raisons. Et donc, on s'était dit qu'on avait une préférence, des jeunes, mais c'était finalement parce qu'on avait regardé uniquement cette cible. De la même façon, on peut interroger un segment, spécifique de clients, et se rendre compte qu'ils veulent plus de jaune, dans l'offre, plus de jaune dans leur boisson, dans leur nourriture et cetera. Mais, finalement, ça peut être une demande qui est uniquement pour ces consommateurs spécifiques et si on prend des décisions, juste en ayant regardé cette cible, on peut, introduire plus de jaune et prendre un risque parce que finalement, d'autres clients qui sont pas dans le même segment, eux, n'aiment pas le jaune. Donc la profondeur, c'est vraiment, intéressant pour comprendre, mais c'est impératif de lui donner du contexte parce que sinon ça peut être dangereux. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir, une approche, T-shape. De même, la largeur cette fois sans profondeur, elle permet pas de faire évoluer les choses. Les programmes CX, le social listening, l'information passive, elles permettent de voir ce qui se passe, mais on va pas pouvoir faire d'action, et de changements significatifs, forcément derrière parce que pour ça, il faut vraiment comprendre ce qui se passe, quelles sont les interconnexions, quels sont les drivers et les motivations et pour ça, il faut cette profondeur. Donc oui, il faut des approches macro, pour monitorer le business, et voir ce qui se passe, mais pour pouvoir agir et changer les choses derrière, c'est vraiment important d'avoir, également une approche qui va donner de la profondeur. Donc au final, est-ce que, la solution serait d'observer, tout le monde? Donc d'avoir cette largeur auprès d'un plus grand monde, mais aussi de creuser le pourquoi, et le détail avec tout le monde? Et probablement pas non plus. Pourquoi? Parce que, déjà, d'un point de vue, client, on risque, de les ennuyer. Si on demande à tous les clients ce qu'ils pensent dans le détail, on va sûrement, les user. Par ailleurs, ce serait sans doute très cher et ça prendrait énormément de temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler, avec certains consommateurs à certains moments. Donc on va pouvoir faire ça grâce aux approches T-shape parce que, elles permettent d'avoir les 2.
on va avoir la largeur en sollicitant de manière light autant de personnes que possible, donc avec les programmes CX, du big data, des données quanti pour avoir vraiment cette largeur, cette transversalité. Et ensuite, pour avoir la profondeur, on va avoir d'autres approches, cette fois plus ciblées, pour comprendre le pourquoi, aller plus loin avec des personnes spécifiques. Et donc, une des approches clés pour avoir cette profondeur sont les insights communautés. En effet, les insights communautés, par leur nature, elles s'intègrent vraiment parfaitement dans ces logiques de T-shape. Et d'ailleurs, on le verra très bien avec l'exemple de la communauté Sodebo juste après. Déjà, de manière générale, ce sont des dispositifs qui vont éclairer les prises de décision qui sont tournées vers l'action. Par ailleurs, dans la mesure où vous êtes connecté en continu avec vos cibles clés, ça vous offre beaucoup d'agilité. Et ça va vous permettre de, quand vous observez des choses dans vos big data, de très vite aller creuser et avoir la profondeur pour expliquer ce phénomène. Ensuite, et ça c'est un point vraiment clé, les communautés, elles vous permettent d'être connectés à vos cibles de manière authentique. Donc la profondeur que vous allez pouvoir obtenir, elle sera réelle. Vous allez échanger avec des gens qui ont envie de vous aider, qui sont pas là pour l'argent, mais prêts au contraire à partager beaucoup de choses avec vous. Et on a parlé de vidéos par exemple juste avant, et c'est des choses que vous allez pouvoir collecter très facilement via vos communautés parce que vous avez des gens impliqués. Autre point, dans les communautés, toutes les données sont historisées. Donc vous savez qui est dans la communauté, ce qu'ils vous ont dit avant, et donc vous allez pouvoir cibler de manière très précise les gens, que ce soit sur des données de profil ou sur des réponses à des précédentes études. Donc si vous observez dans vos big data un phénomène de consommation, vous allez aller pouvoir cibler ces personnes par rapport à des données de consommation qui vous ont données. Autre point un petit peu plus pragmatique, mais les approches T-shape peuvent soulever peut-être des questions par rapport aux contraintes légales qui concernent les données, parce que réconcilier les datas, ça peut être parfois compliqué à mettre en place d'un point de vue légal. Et donc les dispositifs communautaires facilitent aussi ça, parce qu'elles prennent justement en compte cette dimension légale, et elles respectent particulièrement notamment la réglementation RGPD. Et enfin, les communautés, elles vont vous permettre d'avoir la longitudinalité, puisque les insights communautés sont des dispositifs long terme où vous avez les mêmes personnes qui vont être engagées dans la durée. Donc encore une fois, on peut vraiment aller en profondeur, connaître, comprendre ses clients, non seulement à un instant T, mais dans la durée. Vous allez finalement, au fil du temps, construire et améliorer votre connaissance client, et ça va vous aider à comprendre le pourquoi des choses. Donc voilà, comme je vous disais, les communautés jouent vraiment un rôle clé dans les approches T-shape, et on va illustrer tout ça avec l'exemple de la communauté Sodebo. Et donc j'ai le plaisir de passer la parole à Hervé Maurice. Merci. Bonjour à tous. Je suis déjà ravi de partager l'expérience qu'on a finalement de notre communauté et en quoi on peut mettre en place des approches T-shape que finalement, moi je connaissais pas ce nom, je découvre un petit peu, mais sans le savoir, on faisait des choses comme ça, donc c'est plutôt intéressant de le savoir. Rapidement, je vais présenter Sodebo, que vous connaissez peut-être pour ceux qui nous suivent à travers nos produits, mais l'histoire de Sodebo n'est pas toujours bien connue. Donc, pour rappel, c'est une entreprise familiale. À la base, c'est une charcuterie de village, Sodebo, qui a été du coup fondée par un couple de charcutiers. Et aujourd'hui, l'entreprise, forcément, elle a grandi, mais on a toujours du coup cet ancrage vendéen, puisque la charcuterie était en Vendée. Et l'entreprise est dirigée par les 3 filles du couple qui avait créé cette charcuterie. Donc on est leader des produits traiteurs. On fabrique des solutions repas, dans l'univers du traiteur frais, donc les pizzas, les sandwichs, box salade repas, des produits asiatiques. Donc je pense que tout ça vous connaissez.
Ce que l'on peut dire, c'est que finalement, on est quand même reconnu dans l'univers du marché traiteur pour notre capacité d'innovation. Alors, juste après, on a repris quelques exemples d'innovation marquante depuis maintenant presque 50 ans, puisque l'entreprise aura bientôt 50 ans en 2023. Ce qu'il faut retenir en fait de tout ça, c'est qu'on a quand même eu cette capacité à saisir les attentes du moment chez les Français et à leur proposer des produits qui étaient vraiment en phase avec leur style de vie, avec leurs besoins. Et ça, c'est en partie dû à la culture d'entreprise de Sodebo, qui a toujours été attachée justement à aller comprendre en profondeur, mais aussi de manière assez large, les consommateurs. Donc aujourd'hui, on a un département produit qui est vraiment centré sur l'innovation, avec donc 94 personnes qui y travaillent, 4 services. Donc moi-même, je travaille au sein du service études, et nos missions vont être d'aller justement collecter des clés de compréhension du consommateur pour aider les métiers à optimiser nos gammes de produits existantes et à imaginer les offres de demain. Donc, comme je disais, moi, j'encadre une équipe de Consumer Insight Manager et d'analystes veilleurs qui vont aller collecter de la connaissance sur le consommateur, la société en général, les tendances, tout l'écosystème, on va dire, de l'entreprise qui, du coup, sont utiles pour définir les produits de demain et innover, tout simplement. Donc, si on peut passer à la suite, finalement, on s'est posé la question à un moment donné, dans cette logique d'aller encore plus loin dans cette collecte de données consommateurs. Encore une fois, c'était dans la culture de l'entreprise. Pour info, on a un panel, par exemple, de consommateurs qui existe depuis plus de 20 ans chez nous, qu'on interroge régulièrement. Donc, on a toujours eu ce souci d'aller au plus près du consommateur, d'aller l'interroger, le questionner. À un moment donné, c'est posé la question de justement se reconnaître encore plus, puisqu'on a accès effectivement à énormément de données via les panels que vous connaissez peut-être, les panels distributeurs type IRI, Nielsen ou consommateur Kantar. On a aussi la possibilité de faire des études ad hoc avec des instituts très souvent. Mais cette idée d'être en contact direct avec le consommateur, elle a émergé il y a quelques années, un peu plus de 6 ans maintenant. Et la solution qu'on a trouvée adaptée pour répondre à cet enjeu de se reconnecter au consommateur, c'était de lancer une communauté. Donc ça a vraiment fait partie d'une démarche un peu plus globale. On a aussi lancé des projets d'ethnologie, donc on est allé chez des gens pour les interroger. On continue de faire ça, donc il y a vraiment cette logique d'aller au plus près et d'aller au contact de l'humain et des gens dans la vraie vie. Et la communauté permet ça aujourd'hui, vous allez voir un peu après dans les exemples que je vais prendre. L'idée aussi de la communauté, c'était d'être un peu plus agile, de gagner en efficacité, c'est-à-dire d'avoir des réponses plus rapidement, puisque avec nos membres, on peut avoir des études qui sont lancées très rapidement parce qu'ils sont quelque part disposés et prêts à répondre à nos questionnaires ou à nos sondages. Donc voilà. Et puis l'idée aussi de la communauté, c'était d'aller encore plus loin. Je crois que Amélie l'a dit tout à l'heure, on a des personnes qui souvent sont investies dans la communauté, engagées et qui donc acceptent aussi peut-être de répondre un peu plus précisément à des questions, ce qui n'est pas le cas avec des outils plus classiques où on ne peut pas finalement passer beaucoup de temps et creuser les choses avec les répondants d'une enquête classique, on va dire. Donc avec la communauté, ça c'est possible, donc ça c'est très très intéressant, ça permet vraiment de creuser et de générer des insights encore plus riches. Donc voilà pourquoi on a lancé cette communauté qui existe depuis donc 2015. Aujourd'hui, on a à peu près 1280 membres qui sont très actifs. On lance entre 15 et 20 études par an. Donc là, on en est à 15 depuis le début de l'année. On va dire qu'on varie entre des questionnaires un peu plus classiques, des forums de discussion, et puis des choses qu'on a un petit peu initiées depuis 2-3 ans où
on va aller aussi interroger les gens, soit par téléphone, quand ils acceptent aussi de passer un peu plus de temps avec nous et d'avoir un échange encore plus interactif. Donc on va dire qu'on utilise énormément de moyens dans la communauté pour aller chercher des insights. Et ça fonctionne bien parce qu'on a la chance d'avoir une communauté qui est très engagée avec des taux de réponse quand même assez bons, qui sont stables depuis presque le début. On a beaucoup de personnes, on a un bon tiers de la communauté qui est engagée depuis le début, donc ça fait 6 ans qu'ils sont avec nous, qui nous répondent, et ça, on va le voir, c'est un atout pour répondre à certaines questions. Alors, on a choisi de partager avec vous 3 exemples de T-Shaped approche, on va dire. Donc, vraiment dans l'idée d'aller plus loin avec la communauté pour aller chercher des insights puissants. Alors, le premier exemple, c'est celui qui concerne un test d'usage qu'on a fait il y a quelque temps autour des produits végétaux qu'on a vu apparaître dans notre univers il y a quelques années. Donc, ce boom des offres végétales, finalement, on l'a observé dans nos données études classiques, via les panels, etc. On a vu l'offre se développer. On avait une assez bonne idée de qui consommait ce type de produit, pour quelle occasion, mais on ne savait pas trop comment, en fait, ils les remettaient en œuvre. Donc, on a proposé à des membres de notre communauté de répondre à travers un forum à plein de questions un peu plus poussées sur justement leur usage de ces produits-là. Et dans ce cadre-là, on leur a demandé aussi quelques d'une contribution un peu plus poussée en leur demandant de se filmer pendant la préparation. Alors, je ne sais pas si on peut lancer la vidéo. Ça a l'air d'être assez gros quand même. Je pense que quand on aura mangé ça, plus des légumes, on n'aura pas faim. Parce que tu as fait carottes, poireaux, donc ouais, tu n'auras pas faim. Moi non plus. Je ne sais pas si je vais le manger en entier d'ailleurs. Alors, là, c'est un tout petit extrait de la vidéo qui dure un peu plus longtemps. On a appris plein de choses. En fait, ce qui est intéressant avec ce type d'outils, c'est que les personnes qui participent disent des choses qu'ils ne disent pas, même sur les forums, où déjà, c'est une discussion assez ouverte. Mais il y a des réactions très spontanées. Là, on voit, elles réagissent sur finalement la quantité, le volume du produit, ce qu'on n'aurait peut-être pas eu dans un forum classique. Donc, les verbatims sont plus riches. On a eu aussi des éléments qu'on capte finalement rien que par l'image. Alors là, on ne le voit pas, mais par exemple, à l'ouverture du produit, elle le manipule d'une certaine manière, elle sent les odeurs. Tout ça, c'est des éléments qu'on n'aurait pas du tout capté dans un dispositif, on va dire, classique. Donc, la vidéo nous permet vraiment déjà d'aller au cœur de l'usage de nos produits, enfin des produits, et de capter cet humain, cette expérience humaine qu'on n'a pas finalement autrement. Donc, pour nous, c'est assez essentiel quand on a besoin vraiment de comprendre comment un produit est remis en œuvre, qu'est-ce qui se joue aussi parfois de l'ordre de l'émotion quand c'est pas toujours explicable par les gens, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours faciles à verbaliser. Là, par l'image, on arrive à capter des choses. Donc, OK, les données d'études nous donnent des éléments sur qui consomme, dans quel contexte, mais le comment, finalement, la communauté là, nous a vraiment éclairé sur la remise en œuvre de ces produits, par exemple. Le deuxième exemple qu'on a pris, qui est un exemple chez nous qui est assez, on va dire, on a beaucoup d'études comme ça qui nous permettent de compléter des données de panel, et donc on a cette barre verticale là, qui est apportée par la communauté sur justement de la compréhension de la bonne ou la mauvaise performance d'une innovation. Donc la communauté nous sert beaucoup aujourd'hui pour aller chercher des éléments de compréhension sur le succès ou pas d'une innovation. On fait beaucoup de lancements chaque année, entre 5 et 10 gammes sur une année. Et à chaque fois, en fait, on a besoin très vite d'avoir des éléments de réponse sur qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien ou qu'est-ce qui fait que ça fonctionne moins bien, pour pouvoir optimiser ou pour pouvoir aussi argumenter auprès de nos clients. Les big data, on a des idées très précises des performances, de combien de produits sortent d'un magasin chaque semaine.
on peut aussi assez vite savoir finalement si ce produit il remplace un autre, si il est réacheté, mais on ne sait pas quels sont les éléments qui plaisent ou qui posent question au consommateur quand il fait l'achat de ce produit. Donc la communauté nous permet très vite finalement d'avoir des éléments explicatifs de ce produit, il plaît pour telle ou telle raison, ou ce produit, il n'est pas acheté parce qu'il n'est pas vu, ou il n'est pas acheté parce qu'il n'est pas compris, ou alors c'est l'expérience de dégustation qui ne satisfait pas le consommateur. Donc comment on fonctionne? En général, on combine du quali-quanti avec la communauté, c'est-à-dire qu'on va aller sélectionner et cibler des consommateurs du marché. J'ai pris l'exemple d'une salade repas que nous avons lancée il y a quelques temps déjà. Donc, on a sélectionné des acheteurs de salade repas dans notre communauté. On leur a demandé donc, à une trentaine d'entre eux d'aller en rayon, de réaliser une mission d'achat où ils ont acheté cette nouveauté, même s'ils avaient déjà eu l'occasion de la découvrir. Et ça, très très peu de temps après le lancement, en quelques semaines. Donc on leur a demandé ensuite de partager leur expérience d'achat, de dégustation, et on leur a posé un certain nombre de questions pour comprendre si ce produit il avait du coup des atouts à renforcer ou des petites faiblesses qu'on pouvait corriger. Donc ce qui est très intéressant, c'est que là on amène vraiment de la profondeur justement sur pourquoi telle ou telle recette marche moins bien, pourquoi aussi on a peut-être tel profil de consommateur qui est peut-être moins sensible à cette innovation-là, donc ce qu'on n'a pas du tout avec les données de panel classique, et tout ça dans un temps très court. Donc ça, c'est vraiment un exemple, nous, qu'on reproduit souvent finalement chez nous, chez Sodebo. Et le troisième exemple, donc on a parlé de l'atout aussi des communautés, parce que autour de l'historique des données, de la masse d'informations qu'on peut avoir pour prendre des décisions, on a été confronté il y a quelque temps à une problématique autour de la déconsommation de pizza. On avait observé que on avait des profils de consommateurs qui se détournaient un petit peu de ce produit-là, de la pizza fraîche. Et donc on avait une photographie, donc à l'instant T, on savait qui en achetait moins, mais finalement on n'était pas certain d'avoir les bonnes raisons explicatives de cette déconsommation. Donc on s'est aussi là tourné vers la communauté pour aller chercher des déconsommateurs de pizza en fonction de ce qu'ils déclaraient dans nos études depuis 5 ans. Donc là on a vraiment été chercher des membres historiques de la communauté, qui on a posé très régulièrement depuis 5 ans des questions sur leur consommation de pizza. Donc on a pu sélectionner, je ne sais plus exactement combien, plusieurs dizaines de déconsommateurs de pizza sur du court terme, et les interroger beaucoup plus en profondeur. Là, on a pris notre téléphone, on leur a demandé s'ils étaient d'accord pour répondre à nos questions, et donc on a passé parfois jusqu'à 3/4 d'heure, 1 heure avec eux pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils étaient moins attirés par ce produit. Donc tout l'intérêt là, c'est qu'on a des membres engagés qui acceptent de passer un peu de temps et de vraiment aussi revenir sur tout leur parcours de consommation sur ce produit, ce qui n'est pas possible dans des études plus classiques où on n'a pas le luxe de pouvoir interroger les gens aussi longuement. Et là, on crée aussi une relation particulière avec les membres pour aller interroger en profondeur leurs pratiques. Donc ça, c'était hyper riche. Et en plus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé comment ces personnes-là répondaient à d'autres questionnaires et sondages qu'on avait posés et apportés dans la communauté pour valider ou invalider certaines hypothèses qu'on avait. Donc, on a regardé, par exemple, comment ils répondaient sur des questions qui avaient attrait, on va dire, au fait maison. Donc, est-ce que c'est des personnes qui consommaient moins de pizza parce qu'ils faisaient plus de fait maison? Donc, on a pu regarder comment ils répondaient à des questionnaires qui traitaient de ce sujet-là pour voir si c'était vraiment le cas, quoi. Et puis, on a regardé aussi s'ils étaient un peu plus sensibles à l'innovation sur d'autres rayons. Est-ce qu'ils s'étaient détournés de ce produit pour aller vers d'autres produits, peut-être plus innovants, qui apportaient autre chose. Donc, ça a été vraiment intéressant de croiser les informations qu'on avait avec l'historique des études qu'on avait faites auprès de ces personnes-là dans la communauté.
Le quatrième t-shirt, on va dire, qu'on pourrait évoquer, qui est pas encore, on va dire, complètement en place chez nous, même si on fait des choses, grâce à Potenchet, on a pu connecter, on va dire, notre programme CRM à la communauté. Je vais vous expliquer en 2 mots comment, mais c'est vrai qu'il y a un enjeu à croiser beaucoup plus ce qu'on a à travers ce programme CRM comme information sur nos consommateurs et ce qu'on pourrait faire. Ah. Je crois qu'on a perdu Hervé. On atteint de toute façon le temps limite. Ouais, ouais. Exactement, en vrai, c'est une superbe transition, Mathieu. Heureusement qu'on conclure cette session, puisqu'on est sur un timing impeccable. Il est 11h10. Peut-être un mot de conclusion, Mathieu ou Amélie? Écoutez, en conclusion, on espère que ce webinaire vous a permis de bien appréhender justement toutes ces approches T-shape et les différents aspects. On a, nous, l'expertise et les solutions technologiques pour vous accompagner là-dessus, à la fois sur les aspects communautaires, CX, et surtout la réconciliation de toutes ces données. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et voilà, aussi à nous poser toutes les questions que vous avez, même si là, en live, on n'a pas vraiment le temps. On vous remercie beaucoup. Je vous mets juste dans le chat le lien que vous pouvez copier-coller pour prendre rendez-vous avec nous si vous le souhaitez. Voilà, on vous remercie beaucoup pour votre attention. Amélie, est-ce que tu veux dire quelque chose en plus? Non, je voulais remercier Hervé pour sa participation. Et puis, c'est vrai que, comme il le disait, ils font vraiment, plein de choses. Ils vont vraiment très loin dans l'utilisation de leur communauté et finalement, ils mettaient en place des approches T-shape sans vraiment le savoir. Et ils arrivent vraiment à jouer sur tous les aspects, pour tirer le meilleur de la communauté, à savoir la longitudinalité, l'authenticité, l'historisation des données, et cetera. C'est vraiment, la manière dont ils gèrent le dispositif leur permet vraiment d'avoir cette richesse et cette profondeur d'analyse. Merci Amélie pour Merci à ce mot de la fin. Et merci Mathieu. Merci aussi à Hervé. Bon, il ne nous entend pas, mais le message sera passé, j'en suis sûr. Et puis merci évidemment à tous ceux qui nous ont suivis sur cette session. On pourra la retrouver évidemment en replay dans les 24 heures prochaines, donc sur le site de l'événement, donc la journée des études. Et puis évidemment, suivez l'invitation de Mathieu à continuer les échanges après ces webinars pour vos questions ou pour aller plus loin sur le sujet. En tout cas, ils sont à votre disposition. Merci encore. Quant à nous, très chers intervenants, nous passons donc à la suite, puisque la journée des études continue. Pour ceux qui veulent nous suivre encore, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le bandeau rouge en haut de votre player, avec un petit lien qui vous permet d'accéder à la prochaine. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.